Rebonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'un truc qui s'appelle Boxt, qui est une bibliothèque qu'on a créée chez Swan il y a à peu près 2 ans. Donc Swan, c'est une boîte de banking as a service. En fait, on vend une API bancaire qui permet à des boîtes d'offrir des services bancaires sans avoir besoin de se farder 1 an et demi de documents et d'échanges avec la Banque de France. Donc c'est une boîte qui peut avoir des avantages. Si jamais votre boîte cherche à fournir des comptes ou des cartes bancaires ou des trucs comme ça, n'hésitez surtout pas et on recrute. Donc voilà. Donc l'histoire commence il y a à peu près 10 ans. Il y a 10 ans, je suis un fan absolu de JavaScript. Je trouve que lire l'aspect de JavaScript, c'est rigolo. Et ça me paraît, tout me paraît super logique dans le langage parce que c'est le seul langage de programmation que j'ai fait. Je faisais que du HTML, CSS à part ça, donc ça me paraissait logique. À peu près en 2013, il y a Facebook qui sort un truc que tout le monde déteste initialement, et ceux qui vous diront le contraire mentent. C'est globalement React qui révolutionne un peu la manière qu'on a de penser le front-end en vous disant vous faites le truc de manière déclarative et ça va tout gérer tout seul. Et ça nous a un peu apporté la pensée de la programmation fonctionnelle dans le front parce que historiquement c'était très très orienté objet. Donc Facebook étant un petit peu à la mode niveau tech à ce moment-là, il présente aussi Flow et tout le monde trouve ça bien. C'était comme TypeScript mais en mieux, avec un marketing complètement éclaté au sol, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde connaît TypeScript et plus personne connaît Flow. Ils avaient globalement des techniques d'update de bibliothèque qui étaient que vous aviez 1000 nouvelles erreurs à chaque fois qu'ils faisaient une update. Donc c'était à moitié pas gérable et au bout de la 10e update, tout le monde en a eu ras le cul et allé chez TypeScript qui a dit on va rajouter ça derrière des options, donc ça n'améliorera pas votre typage, mais au moins vous faites les mises à jour. Après, il y a le gars qui a créé React, il a sorti un truc qui s'appelle Reason, qui ensuite s'est renommé Roscript, allez chercher pour c'est compliqué. Et je lis le truc, au début je comprends rien, et après ça me retourne complètement le crâne. Il y en a deux trois qui me connaissent ici. J'ai fait énormément de forçage sur ce truc pendant des années et je continue encore un petit peu. Globalement, c'est un langage qui s'appelle OCaml, qui est un langage fonctionnel typé français inventé chez nous beaucoup. Et ça a à peu près la même syntaxe que JavaScript. Et puis ça compile vers du JavaScript. C'est comme du TypeScript mais avec des vrais types. Euh, et donc c'est super puissant et ça m'a fait découvrir les types algébriques. Alors, je vais vous faire un résumé globalement du forçage que je fais depuis quelques années. Les types algébriques, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Dans votre appli React, souvent vous allez représenter de la data qui vient du serveur de cette manière-là. Il va y avoir soit de la donnée, soit une erreur. Donc vous allez foutre ça dans un objet. Il y a peut-être de la donnée, il y a peut-être de l'erreur. Sauf que l'API, elle vous répond un des deux. Le problème, c'est que la structure de données telle qu'elle est, c'est un objet. Il peut y avoir, si on représente tous les cas possibles d'un point de vue typage, 4 cas différents. Il peut y avoir une erreur et pas de données, pas d'erreur et de la donnée, aucun des deux ou les deux. Et globalement, on n'a pas forcément envie de se retrouver dans un cas où il n'y a pas de données, pas d'erreur, ou il y a les deux parce qu'on sait pas trop ce que ça veut dire finalement. À la rescousse, on peut régler ce truc-là avec un principe qui s'appelle type union. Et donc en gros, plutôt que de se dire il y a machin ou machin, on va se dire il y a un cas ou un autre cas avec un ou, comme la petite barre le suggère ici. Ce qui fait que si on regarde le nombre d'états possibles, eh ben il y en a que 2 et donc c'est le nombre de cas qui sont attendus d'un point de vue métier. C'est un petit peu comme le chat de Schrödinger. Vous avez une boîte et dedans il y a peut-être le chat vivant, il y a peut-être le chat mort, mais vous n'êtes pas sûr. Maintenant que j'ai donné une caution à mon talk, on peut continuer. Donc pourquoi c'est comme ça? Si on regarde le type d'un point de vue nombre d'états possibles par catégorie, on remarque qu'il y a 2 états possibles pour la donnée dans notre objet, 2 états possibles pour l'erreur, 2 fois 2 égale 4. Ça fait 4 états. Si jamais on a l'un ou l'autre, ça fait 1 plus 1, c'est pas bien compliqué, ça fait 2. Voilà pourquoi on parle de type algébrique. C'est des additions et des soustractions. En règle générale, c'est mieux de faire des additions que des multiplications. Oh, je vais vous le prouver tout de suite. Quelqu'un de tête est capable de me sortir ça? Alors que ça, vous savez le faire. Donc, vive les types unions, les additions, c'est mieux. Une fois qu'on rentre dans ce délire-là, d'un point de vue programmation fonctionnelle et tout le team,
On rentre dans une deuxième phase qui est un petit peu violente et on découvre les monades, les fonctors et tous les trucs que les gens qui font du Haskell nous disent et qu'on comprend pas bien. Alors, si jamais vous êtes puriste dans la théorie des catégories et tout ça, fermez les esgourdes pendant 2 slides et après on en reparle. Globalement, un fonctor, qu'est-ce que c'est? C'est le truc. Donc un fonctor, c'est un truc qui a une fonction map. Donc vous avez un machin qui contient un truc de type A et il y a une fonction map qui prend un truc de type A, qui retourne un truc de type B et à la fin ça va vous donner un machin, une boîte avec un truc de type B. Voilà, donc c'est des bidules. Ensuite, on a une monade. Une monade, c'est un fonctor qui a une fonction en plus. Et cette fonction, elle s'appelle flatMap. C'est à peu près comme map, sauf que votre fonction, au lieu de retourner un truc de type B, elle va retourner une petite boîte avec un truc de type B dedans. Vous connaissez probablement ça en JavaScript, parce que array, c'est une monade. Vous avez une fonction map où globalement, vous pouvez prendre des données de machin et puis sortir un autre truc. Et vous avez flatMap, vous pouvez ressortir des tableaux dans votre fonction. Et à la fin, vous allez avoir un tableau plat. C'est pour ça que ça s'appelle flat. Voilà. Et du coup, si on regarde un petit peu d'un point de vue typage, ça se représente comme ça. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous si vous avez pas l'habitude. Mais globalement, on voit qu'on a en entrée un truc de A vers B, et à la fin un truc de B. Et pour flatMap, c'est la même chose, sauf qu'on retourne directement le truc de B dans la réponse. Voilà. Donc, une fois qu'on a appris ces trucs-là, on commence à regarder d'un œil un peu plus critique la manière dont JavaScript a été conçu. Par exemple, null et undefined, c'est pas terrible. Comment l'expliquer? C'est parce que ça prend la place de la valeur qui est pas là. Plutôt que de donner une espèce de contenance, on n'a rien du tout. TypeScript, enfin les nouvelles versions de JS, là maintenant il y a des espèces de trucs atroces avec des points d'interrogation points là qui essayent de régler le problème, mais ça règle que le cas pour le cas où vous avez des objets avec plein de trucs nuls dedans. Mais sinon c'est pas fou. Le deuxième truc, c'est que les erreurs, c'est pas forcément des exceptions dans votre code. Dans votre domaine, il y a des erreurs qui sont prévues. Si jamais il y a un champ utilisateur, l'utilisateur il peut remplir quelque chose, le fait que l'utilisateur tape de la merde dedans, c'est prévu dans votre application. Vous n'allez pas vous dire l'utilisateur ne va jamais se tromper dans ce qui rentre. Donc il y a des cas qui sont prévus dans votre domaine, des cas qui ne le sont pas. Donc on peut les distinguer. Le troisième aussi, c'est que les promesses en JavaScript ont été bâclées. Pour ainsi dire, il y a une preuve sur GitHub au moment où ils ont écrit la spec, il y a quelqu'un qui a dit s'il vous plaît, est-ce que ça pourrait être une monade? Et globalement, le mec a répondu allez vous faire foutre, plus ou moins, vous avez pas compris, voilà, il est sympa, merci à lui. Voilà, donc là j'ai fait le petit résumé de la programmation fonctionnelle. Maintenant, reprenons l'histoire. En 2022, je faisais du Roscript, donc le langage de forceur, et je me dis, tiens, je vais changer de boîte si j'allais chez Swan. Donc je vais chez Swan, j'arrive, je suis motivé, et puis la codebase elle est en TypeScript. Et comme vous avez pu comprendre tout à l'heure, TypeScript c'est pas spécialement ma tasse de thé. Donc moi je me dis quand même, j'aimerais quand même bien avoir les outils que j'ai découverts dans la programmation fonctionnelle en TypeScript, si c'est possible. Donc on peut regarder ce qu'il y a un peu dans l'écosystème sur NPM, et il y a un truc qui s'appelle FPTS, Programmation Fonctionnelle TypeScript, ça devrait plutôt marcher, et ça réimplémente des structures un peu de ce truc de Stackaby là. Donc c'est calqué sur les langages fonctionnels un tout petit peu trop, du coup ils ont foutu une grosse fonction pipe dans laquelle vous mettez tous vos machins qui s'alignent à la suite. Donc ça veut dire que il y a pas d'autocomplete, vous savez pas exactement ce que vous avez là dans votre éditeur de texte. Si vous voulez voir la valeur qui est là, il faut mettre une fonction vide et aller passer votre curseur sur l'argument de la fonction pour savoir où vous en êtes. Du coup, j'ai pas envie de faire ça au quotidien. Par-dessus le marché, globalement, la documentation, c'est fait par des gens qui font du Haskell tout le temps. Et donc, pour eux, une signature de type équivaut à une documentation, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Mais donc, voilà, je me dis, c'est pas terrible. Et on a fait le tour de l'écosystème à ce moment-là. Ensuite, je me dis que si j'aime pas ce qui existe à côté, je vais fabriquer le truc moi-même. Et donc essayer de fabriquer ça dans un langage qui est un langage à typage structurel qui est TypeScript. Qu'est-ce que le structural typing? Ça s'oppose au typage nominal. Globalement, typage nominal, vous dites un machin il a un type A, ça pourrait être que le type A, ce sera jamais le type B.
dans un langage comme TypeScript, si le machin, ça ressemble à peu près à un type B, ben on va dire oui, c'est du type B, je veux bien que ce soit du type B. Ce qui fait que vous avez des cas assez rigolos comme ça, où vous faites une classe machin, une classe truc, vous dites que le truc machin, il a le type truc, et puis TypeScript, il est content, pas de problème avec ça. Donc, on va avoir des challenges pour faire ce truc. Cahier des charges de ce qu'on veut construire. On veut une bonne DX, donc pas des machins où il n'y a pas d'autocomplete. On veut que ça marche avec TS Pattern parce que déjà dans le projet c'était très utilisé, donc c'est allez voir le talk de Mathieu. Je l'ai pas encore uploadé, faut que je l'uploade. Mais il y a le talk de Mathieu qui parle de pattern matching, donc c'est un truc très puissant qui vous permet en gros d'extraire de la donnée de manière un peu plus pratique qu'avec des if à la suite. Et il faut que ce soit rapide parce que c'est des structures de données qui risquent d'être utilisées quand même plutôt beaucoup, vu qu'il y en a à peu près partout des données optionnelles ou des opérations qui peuvent échouer. Donc pour l'utilisabilité et pour l'autocomplete, il y a un truc qui est mieux que la fonction pipe dans laquelle on fout tout. Ça existe en JavaScript depuis S3. Ça s'appelle le chaining. Vous avez une valeur, vous foutez un point et puis il y a les méthodes qui sont accessibles dedans. Ça vous donne de l'autocomplete et puis ça vous évite d'avoir à importer des fonctions pour travailler sur une structure de données parce qu'elles sont déjà dans l'objet. Donc, on va tenter une première approche. Au début, je voulais faire un peu comme les langages fonctionnels typés, à savoir le compiler, il a aucun moyen de savoir si jamais vous avez une valeur de type option, si c'est quelque chose ou rien. Je voulais que le compiler soit complètement aveugle face à ce truc-là. Donc, pour faire simple, TypeScript, il est capable de différencier un petit peu, par exemple là j'ai un type result, donc c'est soit OK, soit erreur. Et à TypeScript, si jamais il y a une propriété en commun qui s'appelle tag et qu'elle a une valeur dans un cas et une valeur dans un autre, TypeScript il est capable de faire la différence entre les deux. Et je me dis, bah tiens, on va foutre ce petit truc-là dans notre classe result, comme ça on va créer des valeurs, et ce sera une propriété de la classe. Sauf que le typage a des limites, et globalement, TypeScript ne comprend pas si jamais le type union, il est à plus d'un niveau de lui, de ce que TypeScript voit. Donc ça marche pas. Donc l'idée de que le compiler ne sache pas exactement ce qu'il y a dans la valeur, on va l'abandonner parce que TypeScript. La deuxième solution vient avec de la colère. Donc en gros, on doit définir le tronc commun qu'il va y avoir dans nos objets, et puis pour chaque branche, on va du coup dire c'est le tronc commun plus la spécificité. Et là, du coup, TypeScript, il est content. Par contre, les erreurs qui va nous sortir sont un chouille verbeuse parce que le fait d'utiliser ce petit symbole-là fait que TypeScript, au lieu de simplement comparer le type de la classe en se disant, enfin le type, bah tiens, le type A c'est pour le type B, il va aller comparer les méthodes individuellement de tout ce qu'il y a dans le prototype du truc. Donc c'est pas exactement les meilleures erreurs, mais au moins il y a une erreur quand il faut. Et le problème de ça aussi, c'est que les moteurs JavaScript n'aiment pas trop qu'on instancie des classes à tire-larigot, donc c'est lent. Donc pour l'instant, on va se satisfaire d'avoir des erreurs un peu pétées, mais au moins la perf, on est obligé de la changer. Donc on fait une troisième itération. On utilise une jolie petite technique qui consiste à virer des morceaux de prototype dans les objets, qui fait que ça va beaucoup plus vite et que ça nous permet d'avoir des perfs complètement décentes. Ensuite, on règle ce problème, donc on a réussi, on lance la première version, on lance un joli site avec une jolie doc, je vous enverrai le lien après. Donc il y a 4 concepts principaux qui sont dedans. On a donc le type option qui remplace null et undefined, c'est une espèce de boîte qui contient soit quelque chose, soit rien. Un type result qui contient soit un résultat OK, soit un résultat en erreur. Pratique pour les applications React, si vous avez de la donnée à charger, un type async data, donc j'ai pas encore demandé la data, j'ai une boîte vide, c'est en train de charger, j'ai une boîte qui dit je suis en train de charger, et j'ai de la donnée qui a fini par charger. Et aussi des futurs, c'est comme des promesses mais qui marchent, donc c'est des promesses qui sont cancellables, donc vous pouvez dans vos use effects React leur dire bah c'est bon, tu peux annuler la requête. C'est monadique, et puis ça gère pas les statuts d'erreur, donc vous pouvez typer vos erreurs dans vos promesses.
Et en gros, si jamais on résume un petit peu, ça fait que du code comme vous avez à gauche, vous pouvez le représenter comme ce qu'il y a à droite, grâce aux monades, parce qu'il y a des propriétés mathématiques, tout ça, mais on s'en branle. Globalement, ça veut dire que tous les objets, ils ont des propriétés en commun, vous pouvez enchaîner les machins, c'est joli, c'est beaucoup plus lisible. On a eu du bol dans la boîte, c'est qu'au moment de sortir la lib, on a pu aller demander à notre gentil patron un peu de temps de gens dans l'entreprise, et en fait, on a pu user-tester notre bibliothèque avec des backends de la boîte. On leur a bouffé 1 heure à chacun, et on leur a filé un petit exercice à faire, on leur faisait tester soit Boxed, soit FPTS, et on voyait à peu près comment ils se démerdaient avec. Et donc, il y avait des gens avec différents niveaux. Donc, des gens qui avaient l'habitude de faire du FPTS, des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude, des gens qui faisaient du Scala, des gens qui faisaient du jeu, voilà. Donc on leur filait un exercice comme ça, on leur donne une consigne, on leur dit voilà, tu as une fonction, tu décris ce qu'il y a dedans, et puis ça doit passer des tests unitaires à la fin. En fait, de faire cet exercice-là avec des gens qui avaient des points de vue différents, c'est super instructif. On a appris que les gens avaient besoin de documentation écrite par des humains, ce qui est assez devinable à la base, hein, mais quand même. Donc en gros, on a profité pour se dire, bah, partout où les gens avaient un peu galéré dans notre doc à trouver les trucs, à rajouter des exemples, à rajouter des espèces de cheat sheets, de rajouter des trucs comme ça. Ensuite, le deuxième insight, c'est ne pas essayer de répliquer ce qu'il y a dans un autre langage qui n'a pas les mêmes principes. Ce qu'on voyait, c'est que les gens en FPTS, donc FPTS, c'était vraiment calqué sur des langages type Haskell. Et Haskell, c'est du typage nominal, donc un type erreur va toujours avoir, dans un type result, va toujours avoir le même type. Le problème, c'est que TypeScript ne fonctionne pas du tout de cette manière-là, et en TypeScript, les gens tordaient toujours le système en utilisant la fonction numéro 2 pour faire le même truc que la fonction numéro 1, parce qu'ils voulaient un comportement, et en fait, quand un truc est systématique dans une utilisation d'un machin, bah, ça doit devenir le default normalement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu comment les gens utilisaient en général ces patterns-là, et on a fait en sorte que les defaults marchent bien. Donc un des exemples, c'est on a une fonction qui s'appelle flapMap ou map_ok_to_result, et en fait, ce qu'il fait, c'est que quand vous exécutez du code où il y a des choses qui peuvent échouer au fur et à mesure, vous allez chercher un truc sur le serveur, vous vérifiez que l'utilisateur a une permission, vous vérifiez machin, on va en arriver au fur et à mesure à agréger les erreurs qui peuvent arriver tout au long de l'exécution de ce que vous faites, et à la fin, vous allez avoir une espèce de type dans TypeScript qui va vous dire voilà toutes les erreurs qui sont possibles sur le trajet de ce que j'ai fait. Donc c'est plutôt pratique pour se rendre compte de tiens, là je peux avoir tel type d'erreur, là je peux avoir tel type d'erreur, ce qui est impossible avec un try-catch ou avec des promesses, parce que c'est intypable. Ensuite, il y a un truc, c'est que faut pas réimplémenter l'intégralité des monades qui existent, déjà personne les connaît, et voilà, et 99% des gens ils vont utiliser 3 types et 2 fonctions sur ces types, donc il faut essayer d'avoir une surface d'API la plus petite possible. Un autre truc aussi, c'est de voir les gens coder, c'est assez rigolo, c'est qu'il y a 2 types de grosses mailles de personnes. C'est des gens qui vont d'abord aller lire la doc et essayer de faire ce qu'ils voient dans la doc, et il y a des gens qui vont juste regarder les signatures de type pour regarder dans leur IDE et tester avant de le faire. Et donc l'expérience doit être bien pour les deux. Donc faut de la bonne doc et faut aussi un bel autocomplete, donc faut écrire les petits JS-doc, les petits trucs comme ça qui vont bien. Un autre truc aussi, c'est que la lisibilité du code, c'est bien, c'est important, et que des fois, il faut faire des trade-offs pour avoir du code lisible. Typiquement, avec le pipe, ça avait des difficultés de lisibilité, et ça faisait que ça pouvait avoir des impacts au runtime. Merde, c'était une slide que j'ai mise après. Bon, bah je vais me répéter. Ensuite aussi, un truc, se mapper sur des connaissances existantes plutôt que sur des concepts théoriques, c'est plus intéressant. On avait un exemple dans l'exercice où fallait, on filait une liste d'ID utilisateurs, fallait aller chercher un par un les utilisateurs avec un call API, et à la fin, fallait regrouper tout et renvoyer vraiment une liste. Si jamais on utilise des wordings functional programming hardcore, les gens ne savaient pas comment trouver le truc. Ça s'appelle sequence array, globalement ça parle à personne. Dans Boxed, on s'est dit, bah, il y a un truc qui existe qui s'appelle promise all. Les gens ont l'habitude de l'utiliser, donc en fait, tous nos types de données, ils ont un machin qui s'appelle all, où vous leur filez un tableau de machin de trucs, et ça vous donne un machin de tableau de... Enfin voilà, vous avez compris. Dernier enseignement, donc oui, c'est ce que je disais, j'avais commencé à dire, le pipe en TypeScript, en FPTS, je vais y arriver,
il y a une grosse tendance, une espèce de biais dans le code pour que ce soit esthétique, de n'en foutre qu'un seul gros par fonction, ce qui faisait que par moment, en fait, dans la façon d'écrire le code, les gens faisaient des trucs séquentiels alors qu'ils pouvaient être parallèles parce que ils voulaient juste avoir un seul pipe. Le fait d'utiliser des vraies valeurs JavaScript qui peuvent être foutues dans des variables et des choses comme ça font que les gens ont moins de mal à faire tourner leur code correctement. Récemment, on a fait une dernière itération. Non, pardon, oula, je me gourre. Ça, c'est la 4e itération. Donc ça, on a implémenté les feedbacks des gens dans ce truc-là. On a renommé des méthodes, on a changé les defaults. Récemment, il y a quoi? Il y a un an, il y a le monsieur qui est là, qui est un gros énervé. Il a fait une PR de genre 700 lignes pour changer tout comment ça marchait à l'intérieur. Du coup, ça a marché mieux pour genre faire des ifs avec des machins. Enfin, on pouvait faire des trucs rigolos avec. Regardez ces talks sur TypeScript, vous allez comprendre que c'est un langage qu'il faut pas laisser entre les mains de qui que ce soit. Et du coup, voilà. Et puis récemment, on a fait il y a quelques jours là ou semaines une update pour enfin régler le problème des erreurs. Il y a TypeScript qui a réussi à être content avec un truc, ce qui m'a surpris. Et on a complètement explosé les perfs en faisant juste 3 petites optimisations qui vont bien. Donc c'est maintenant certifié Blazing Fast si jamais vous voulez le vendre à vos patrons. Voilà, donc si jamais vous voulez aller voir cette bibliothèque, github.com/swan.io boxed, il y a une doc sur swan.io, github.io/boxed. Voilà, prenez les photos. Il y a une doc, donc comme je vous ai dit, il y a des gros schémas, il y a des exemples, il y a des machins qui vous expliquent avec des tableaux comment les trucs qui rentrent et qui sortent des différentes fonctions. Et si jamais je vous ai vachement convaincu et que vous voulez l'installer tout de suite, vous pouvez runner cette commande-là. Et puis voilà, c'est tout pour moi et je vous remercie.